Aujourd'hui, on va se concentrer sur un élément important de la production audiovisuelle, la création de passes de rendu. Alors que ce soit en train de travailler sur une animatique, une prévise ou n'importe quel autre projet client, les passes de rendu, c'est ce qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans la création de l'image, pour qu'elle soit propre, maîtrisée et exploitable en production. Alors, je préfère prévenir tout de suite. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont déjà des bases sur le rendu. On va aborder quelques termes un peu techniques, du vocabulaire peut-être un peu pointu, rien de bien méchant, mais quand même. Et il faut aussi avoir des notions sur Unreal. Mais si toi, ce n'est pas ton cas, si tu es débutant et dans le rendu, mais aussi dans Unreal, pas d'inquiétude. Une suite de vidéos sur les fondamentaux sont en préparation et seront bientôt disponibles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quand même un point qu'il faut qu'on aborde tout de suite. Unreal est un moteur 3D temps réel. Et on ne construit pas l'image de zéro, pixel par pixel, grâce à des buckets, comme dans des moteurs de rendu offline, ce qui existe déjà sur Blender, Maya, 3ds Max, etc. L'image, elle existe déjà. Elle a été générée dans ce qu'on appelle le gbuffer. Le gbuffer, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire temporaire qui a déjà stocké, image par image, toutes les informations visuelles de notre scène. Il peut y avoir, elle contient la couleur, la profondeur de champ, elle contient les effets, etc., etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'inverse du pipeline traditionnel. Au lieu de créer l'image finale, comme on a dit, on va décomposer l'image déjà rendue pour en extraire plusieurs couches. Les couches, ça va être la couleur des objets, on appelle la diffuse, direct diffuse, l'ambiance d'occlusion, les réflexions, à travers de la spéculaire, direct spéculaire. Et c'est là qu'intervient notre matériel post-process. Le matériel post-process, il agit comme un filtre appliqué après le rendu de la scène. Il te permet de modifier ou de détourner visuellement l'image finale, sans toucher à ta géométrie ou à tes animations. On va commencer par le créer. Pour ça, direction le Content Browser. Dans le Content Browser, tu vas avoir un dossier matériel, et dans ce dossier matériel, tu vas faire un clic droit, tu vas sélectionner matériel dans la liste, et tu vas lui donner un nom clair, comme MM pour Master Material, PP pour Post Process, underscore. Et on va lui donner le nom de la passe qu'on souhaite extraire. Pour l'exemple, on va extraire la base color. En ce qui concerne la nomenclature et la raison pour laquelle on écrit MM, MI, par exemple pour les Material Instance, CHR pour les caractères, etc., je te renvoie vers la page dédiée Naming Convention pour Unreal. Tu le trouveras facilement sur Internet et on te met l'adresse dans l'image. Une fois que tu as donné le nom, tu double-cliques dessus pour ouvrir le matériel. Là, très important, dans les paramètres du matériau, tu changes ce que l'on appelle le matériel domain. Là, actuellement, elle est sur surface. Nous, ce qu'on veut, c'est le passer en post-process. C'est comme ça que Unreal comprend que le matériau ne va pas être appliqué à une surface 3D, mais il va être appliqué sur toute l'image, en post-traitement. Ensuite, dans le graphe, ici, dans l'Expression Workspace qui est ici, tu peux brancher les effets que tu veux. On peut ajouter des couleurs, des effets, etc. Tout ce qu'on va relier à l'output emissive color sera appliqué à l'image comme un filtre global. Ensuite, là, pour l'exemple, on va essayer de récupérer notre première passe de rendu, la base color. Pour ça, clic droit et on va choisir scène, texture. Dans le scène texture, on va accéder à la liste et dans cette liste, on va choisir Base Color for Lighting. Je connecte Color à Emissive Color. J'applique, je sauvegarde et grâce à ce node, on aura l'image de base rendue avec les couleurs, sans matériaux, sans les effets de matériaux, sans la lumière, sans les ombres, etc. Juste la couleur. Une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Je peux revenir dans ma scène.
Et maintenant, tu te poses peut-être la question, comment je l'applique à ma scène? Pour ça, tu as besoin d'un post-process volume. C'est un objet invisible au rendu qui va te permettre de gérer l'exposition, l'éblouissement, ce qu'on appelle le bloom, le tone mapping, et aussi des effets personnalisés via un matériau de type post-process. En gros, ça va être le dernier filtre par lequel passe l'image avant d'arriver sur l'écran. Pour qu'il fonctionne, tu vas aller dans le Place Actor. Tu vas rechercher ici Post-Process, Volume. Tu le glisses dans ta scène, tu le drag and drop. Il apparaît dans ton outliner. Puis dans ses propriétés, tu vas aller cocher Infinite Extent Unbound. Si tu ne coches pas cette case, les effets de ton post-process vont s'appliquer à l'intérieur du volume. Dans ce cube orange. Si tu coches Unbound, il s'appliquera à l'intégrité de ta scène. Donc c'est très important de le cocher. Enfin, dans les onglets ici, dans la partie Rendering Features, Post-Process Material, il te suffit de taper Material ici. Dans la partie Rendering Features, Post-Process Material, il y a un tableau vide actuellement. Tu vas cliquer sur Plus. Et ici, à la place de Choose, tu choisis Asset Référence et tu prends le matériau qu'on vient de créer, le MMPP Base Color, et tu le glisses dans le tableau. Dès que c'est fait, tu devrais voir ton image modifiée à l'écran. C'est basique, certes, mais ça montre le principe. Tu viens de détourner le rendu final à la volée. Avant de te lancer dans la création des autres matériaux qui te permettront de récupérer d'autres passes de rendu, prends un instant pour comprendre ce que tu veux réellement récupérer. Dans Unreal, chaque image rendue dans le viewport, l'équivalent de la beauty, ce que tu as à l'écran, est en réalité composée de plusieurs couches dans le gbuffer qu'on pourrait comparer à des AOVs pour... Alors, AOV, c'est pour Arbitrary Output Variables dans d'autres logiciels. Tu peux d'ailleurs les observer directement dans l'interface. On va décocher notre post-process. Ici, dans Général, on va cocher Enable pour le passer sur False, comme ça on n'appliquera plus les effets dans la scène. Et on va cliquer en haut, ici, dans le menu déroulant View Mode. Actuellement, il est sur Lit. On va aller dans Buffer Visualisation et on va aller chercher, par exemple ici, Base Color, qui est l'équivalent de ce qu'on a sorti avec notre matériau. Mais si on regarde bien, dans le Buffer Visualisation, on a tout un tas de passes de rendu que Unreal utilise pour refabriquer l'image lit. À ce stade, tu veux récupérer les images suivantes. Diffuse Direct, les réflexions qu'on appelle spéculaires, les réfractions, s'il y a de la transparence, ici il y a des fenêtres pour nous, du Subsurface Scattering, si ça ne te parle pas, son petit nom c'est le SSS, mais c'est tout ce qui va être, par exemple, les matériaux de type peau, ou pour des bougies, la cire par exemple. C'est tout ce qui va faire en sorte que lorsque la lumière pénètre un objet, elle pénètre jusqu'à une certaine profondeur. Et les matériaux dits émissifs, c'est-à-dire qu'ils produisent de la lumière. Avec pour objectif que ces passes en sortie te permettent au compositing de reconstruire la beauty en dehors d'Unreal. Point important concernant certaines passes, comme roughness, métallique ou matériel ambient occlusion. De base, si tu n'as pas mis de texture, ce sont des aplats au niveau de grille dans ta scène. Ils ne seront pas utilisables dans les AOVs que si les objets de ta scène possèdent des data textures bien définies. Ça veut dire que chaque matériau utilisé dans la scène peut avoir une texture dédiée branchée sur ses canaux. Donc si tu veux extraire proprement le canal roughness ou métallique, assure-toi que ce sont de vraies maps et pas juste des valeurs constantes dans tes matériaux. Le premier, il est simple, Diffuse Direct. Bonne nouvelle, tu viens de le faire et tu as remarqué, c'est très basique.
L'autre est un peu plus complexe. Et je vais te montrer comment extraire une passe de direct spécular. Ce qu'on cherche ici, c'est à isoler les reflets directs. Ceux qui proviennent de la lumière et qui rebondissent directement sur les surfaces, sans inclure l'éclairage diffus, ni les rebonds secondaires. Alors voilà comment on fait. Comme tout à l'heure, on va créer un matériau. Clic droit, Material, dans le Content Browser, qu'on va nommer MM, Master Material, PP, Post Process, underscore, Direct Specular. On va double-cliquer sur ce matériau pour l'ouvrir. Et on va tout de suite modifier le Material Domain et on va le passer sur Post Process. Comme tout à l'heure, pour extraire une passe de rendu, tu l'as compris, il faut utiliser le node Send Texture. Hop. Le premier Send Texture qu'il nous faut, c'est le Base Color for Lighting. On va exécuter une suite d'opérations mathématiques pour récupérer la spéculaire. Je vais soit recréer le deuxième node, mais il y a quand même beaucoup plus simple, un CTRL-D sur le node, il le duplique, et ce second node, lui, pour le coup, sera en Post-Process Input 0. Ce qui se passe derrière ce petit nom barbare, c'est juste ta scène, c'est la beauty, celle qui comporte les éclairages, les effets, celle que tu as dans le viewport. Alors que Base Color for Lighting, c'est la scène brute, des objets sans la lumière, sans les effets de matériaux. La première opération que l'on va faire sur ces nodes, c'est un subtract. Alors, je tiens à noter que, comme quand on fait une soustraction, l'ordre du A et du B est très important. Le premier qu'on passe dans le A, ça va être le post-process input 0. Et dans le B, c'est le base color for lighting. On va passer cette soustraction à un clamp. On va taper clamp. Ce node nous permet de rester dans une valeur entre 0 et 1, c'est juste une sécurité. Et rien que ça, ça pourrait déjà donner un aperçu intéressant des reflets. Mais c'est pas suffisant, on n'a pas encore le contrôle réellement sur comment on veut afficher nos spéculaires dans la scène. Pour que ce soit pertinent, on veut limiter l'extraction aux zones susceptibles de produire de la spéculaire. Et pour ça, il nous faut dupliquer notre node Send Texture une troisième fois. Et on va aller chercher dans le Send Texture ID, ça tu le maîtrises, la roughness. Cette roughness, on va l'inverser. Pour l'inverser, on va utiliser un node one-. Le résultat de cette inversion, on va le passer dans un node step. Ensuite, on va connecter le résultat du step à un multiply. Alors, pour ça, rien de plus simple. Je te donne le raccourci, parce que tu sais que tu peux faire un clic droit et récupérer une node, mais si tu cliques sur la touche M et que tu restes cliqué sur le M de ton clavier, clic souris et le node apparaît à l'écran. Je prends le résultat de mon clamp, je le connecte au A de mon multiply, et je prends le résultat de mon step et je le mets dans le B de mon multiply. Maintenant, je vais prendre le résultat de cette multiplication et je vais en créer une seconde multiplication à la suite. Multiply. Et je prends le résultat de mon inversion, du one-, que je vais connecter au B de cette multiplication. De cette manière, je vais pouvoir isoler les parties spéculaires de ma scène. Par sécurité, comme on l'a fait à l'instant, le résultat de cette multiplication, on la passe dans un clamp qui va bloquer les valeurs entre 0 et 1. Et ensuite, le résultat de ce clamp, je le connecte à l'emissive color. J'applique, je sauvegarde. Petit point important. Tu vois dans le step ici, dans le X, j'ai une valeur 1. Et elle n'est pas dynamique. Moi, ce que je veux, c'est en fonction de la scène, je peux avoir besoin d'effets différents.
Pour que ce soit dynamique, je vais y passer la valeur dans un paramètre. Alors ce qu'on appelle un paramètre, ça sera quelque chose qui va être exposé à l'extérieur de ce matériau. Comme ça, on pourra le faire évoluer en temps réel. Pour faire ça, rien de plus simple. Soit tu tapes constante, un vector, le node apparaît, clic droit sur ce node, convert to parameters, et on va l'appeler roughness threshold. Et je le connecte au X de mon step. Donc je vais lui mettre la valeur 1. Ou sinon, petite astuce, le raccourci c'est la touche S de ton clavier maintenu. Clique dans l'expression workspace et ça te fait apparaître le node parameters et de la même manière tu pourras le renommer. Une fois qu'on a fait ça, on a terminé le master matériel spéculaire. J'applique, je sauvegarde et je retourne dans mon content browser. Je ne vais pas appliquer directement le master matériel. Pourquoi? Puisque je veux pouvoir avoir la main sur ce paramètre. Pour avoir la main sur ce paramètre, clic droit, Create Material Instance. Et si je double-clique sur ce Material Instance, je vois bien apparaître ici Roughness Threshold, il est sur 1. Je prends cette instance de matériau et je la glisse dans le post-process qu'on a créé tout à l'heure, dans le tableau, pour l'appliquer à ma scène. Et tu vois apparaître dans le viewport le résultat de cette opération et on voit bien apparaître les spéculaires. Si je change la valeur de mon roughness threshold, et par exemple je le passe à 0, 1, j'ai atténué l'effet et la scène sera noire. Et voilà, on a une passe direct spécular propre, filtrée et prête à utiliser maintenant dans toutes tes scènes. Tu as compris l'idée, il te suffit maintenant d'explorer en fonction de tes besoins les différentes passes qui te sont proposées dans le scène texture. Maintenant qu'on a préparé nos matériaux pour extraire certaines passes, on va passer à l'outil clé du pipeline qui est le Movie Render Graph. Le Movie Render Graph, c'est lui qui pilote tout ce que tu veux exporter. Il va te permettre de tout centraliser en une seule interface, automatiser des exports complexes et avoir un vrai niveau de contrôle sur ce que tu exportes. Comme le Movie Render Queue, il va rendre des images ou des séquences en haute qualité. Et surtout, avoir un rendu cohérent, structuré et prêt pour le compositing. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Ce qu'il fait est simple. Il prend la scène que tu vois à l'écran, il te permet de construire une séquence de rendu qui va être personnalisée. Tu peux isoler des instructions sous forme de blocs, qui te permet par exemple de trier les assets de ta scène, faire des actions particulières uniquement au moment du rendu, mais aussi et surtout récupérer nos fameux matériaux post-process pour les injecter dans le calcul final. Pour commencer, tu vas désactiver ton post-process. Pour cela, direction l'outliner. Dans l'onglet général, tu décoches Enable. On retrouve l'image de base avec tous les effets d'éclairage, de matériaux, etc. Ensuite, il va te falloir une séquence à rendre. Nous, on en a préparé une, mais je t'invite à prendre une des tiennes pour pouvoir t'exercer. Ensuite, tu peux le créer depuis le Content Browser, clic droit, Cinématique, Movie Render Graph Config. C'est pas ce que je préfère. Personnellement, moi je le fais depuis Movie Render Queue via la partie Settings. Il y a une petite flèche et je choisis Movie Render Graph Beta. Ça te permet de créer un Movie Render Graph, un MRG, oui c'est son petit nom, depuis directement un job, c'est-à-dire une séquence que tu veux rendre, automatiquement. Une fois que c'est fait, tu l'ouvres. Tu cliques sur son nom dans le Settings et tu découvres le fameux graphe visuel. Petite astuce, pense à sauvegarder tout de suite. C'est un réflexe qu'il faut prendre avant de travailler dans l'éditeur.
File, Save As. Tu lui donnes un nom et tu enregistres. Ce que j'apprécie ici, c'est que tu peux facilement chaîner plusieurs traitements et surtout rendre exactement ce que tu veux. Comme tu peux le voir dans l'Expression Workspace, il y a deux parties principales. Tout en haut, Global. Elle contient les paramètres qui vont s'exécuter qu'une seule fois par job. Ici, tu as le Warm-up Settings. Si tu veux laisser du temps, par exemple, aux particules ou aux simulations de se stabiliser avant de commencer le calcul du rendu. Le Global Game Override, qui permet de gérer, par exemple, la qualité graphique grâce à la Scalability Quality Level, ici sur Cinématique par défaut. Puis le Global Output Settings, qui va permettre d'avoir le format et la résolution de sortie, mais aussi pas mal d'autres paramètres qu'on abordera dans une vidéo dédiée. Et bien entendu, tout ça est connecté au node Output, qui enregistre les images dans ton dossier final. Dans la partie basse, Default Layer, tu commences par choisir le moteur que tu veux utiliser. Ça peut être Defred Renderer ou PathTracer. Pour l'exemple, tu choisis Defred. Ça tombe bien, c'est le node qui est appliqué de base. Dans ce node, il y a une partie qui s'appelle Post Process Material. Cette rubrique comporte un tableau, il suffit de l'activer. Il y a actuellement 2 emplacements qui sont utilisés dans ce tableau. Nous, on va utiliser l'index 0 pour le moment. On va cliquer sur Enable et on voit que les équipes d'Epic ont déjà placé un matériau créé par leurs soins. Je ne veux pas oublier de cliquer sur Use High Precision si je fais un export en EXR. Et dans cette partie, tu n'as plus qu'à glisser le matériau qu'on a créé précédemment. Ici, dans ton content browser, tu récupères par exemple le post-process specular. Je clique dessus dans le content browser. Je vais dans mon MRG et je clique sur la petite flèche dans la rubrique matériel de mon post-process matériel. Et c'est tout ce que tu auras à faire. Si je lance le rendu, je vais bien sortir l'image que tu as vue précédemment. Il faut que tu saches que ce n'est pas la seule solution. Il existe une autre méthode, un peu plus complexe à la conception, mais plus souple à l'utilisation. Ça te permettra d'automatiser cette même opération. Et c'est, comme d'habitude, en scriptant un minimum avec Blueprint. Tu peux aussi choisir le format de sortie. Ici, JPEG pour tester, ou EXR pour le compositing final. Il te suffira de le connecter directement dans le render layer. Il est tout à fait possible d'avoir tous les types de sorties que tu souhaites et de pouvoir les présélectionner. On expliquera tout ça dans la vidéo dédiée au Movie Render Graph. Permets-moi de faire une petite pause un instant sur un autre sujet, l'organisation des fichiers. Sans entrer ici dans les détails, que tu verras par la suite dans d'autres vidéos, la nomenclature est un véritable enjeu, surtout dans les projets un peu volumineux, voire complexes. Clique sur n'importe quel format d'export. Par exemple ici, le node EXR. Tu t'intéresses au champ File Output, File, Name, Format. Dans la petite case à côté de File, Name, Format, il te suffit de faire accolade ouvrante, Alt, GR, plus la touche 4 de ton clavier, et tu vois automatiquement l'ensemble des possibilités de noms pour tes fichiers. Si tu fais par exemple, on va choisir Job Name, tu le vois que Unreal automatiquement formate la nomenclature en mettant l'accolade fermante et le point de séparation entre les différents noms. Viens, on file dans le Movie Render Queue. Tout en haut de la colonne Movie Render Pipeline, tu as une case Job Name. Par conséquent, si tu changes le nom dans Job Name, toute ta séquence commencera par cette nomenclature parce que tu as dit dans le file output.exr que le début de la nomenclature sera le Job Name. C'est bien évidemment un exemple, mais tu peux concevoir tes nomenclatures comme tu en as envie. Je clôt cette petite digression. J'attire ton attention sur un point. J'ai vu plein de vidéos sur la question. Et très souvent, tu verras que les utilisateurs placent ces nœuds dans le default layer.
Les nœuds en question, c'est par exemple des thread renderer, donc le moteur de rendu sélectionné, et ou les fichiers de sortie, EXR, JPEG, PNG, peu importe. Dans certains cas de figure, tu peux aussi placer ces nodes dans la partie au-dessus globale. La logique est simple. Si tu veux appliquer les mêmes réglages à toutes tes passes, tu les places en global. Si tu veux contrôler chaque passe individuellement, tu passes par default layer. Teste les deux approches selon ton besoin. Tu vas me dire que c'est souvent le cas, mais un autre point important. Le dernier nœud de la chaîne s'appelle render layer. C'est lui qui autorise réellement l'écriture des fichiers. Donc s'il est désactivé, rien ne sera exporté. Donc pense toujours à le garder actif. Si c'est un peu flou pour toi, comme je l'ai dit en intro, un contenu complet sera dédié au Movie Render Graph et il arrivera bientôt. Ce sera l'occasion d'aller encore plus loin sur ce sujet. Maintenant que ton Movie Render Graph est prêt, on va passer à son intégration dans le Movie Render Queue. C'est ici que tout converge, les séquences, les passes, les graphes et surtout les rendus finaux. C'est l'outil qui centralise les exports, te permet de gérer plusieurs jobs en parallèle et d'avoir une vraie maîtrise sur ce que tu rends, et dans quel ordre et avec quel réglage. Tu ouvres donc le Movie Render Queue si ce n'est pas déjà fait. Tu ajoutes un job avec Add en sélectionnant ta séquence. Tu verras que chaque séquence devient un job parent dans lequel tu peux gérer plusieurs shots enfants, chacun avec ses propres paramètres. Ensuite, tu vas associer ton Movie Render Graph à ce job. Tu vas dans la colonne Settings, tu cliques sur la petite flèche, et si ce n'est pas déjà fait, tu y sélectionnes ton Movie Render Graph. Grâce à Movie Render Graph Beta, et dans la liste déroulante en dessous, tu choisis l'objet sur lequel tu as travaillé. À partir de là, une fois que c'est fait, ce n'est plus le preset classique qui pilote le rendu. Preset, c'est l'ancien système avant Movie Render Graph, que tu retrouves ici, dans Configuration Type, Preset, Movie Render Graph Beta. C'est plus lui qui pilote le rendu, mais bien Movie Render Graph. Ensuite, à côté, tu as un autre paramètre clé, Output, qui est en fait le chemin qui pointe vers ton dossier de sortie. Donc si je clique dessus, j'accède directement au fichier, dossier que tu peux retrouver dans Saved, Movie Render. Et c'est le dossier dans lequel tes fichiers vont être enregistrés, des images. Ce qui est pratique, c'est que tu peux assigner des réglages différents pour chaque shot de ta séquence. Tu peux très bien avoir un shot qui va gérer un export en JPEG et un autre qui va extraire un EXR pour la compo finale. Petit rappel sur l'organisation des fichiers. Dans la colonne Movie Render Pipeline, tu peux entrer le nom de job. Ce nom servira de préfixe à toutes les images générées par ce job. C'est simple, mais redoutablement efficace. Surtout si tu bosses sur plusieurs versions ou itérations. Tu peux également utiliser des variables dynamiques dans le nommage des fichiers, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, job name, shot name ou frame number, qu'on retrouve dans les nodes EXR, JPEG de ton Movie Render Graph. Ça te permet d'automatiser la nomenclature sans avoir à tout renommer à la main ensuite. Un autre point super utile, tu peux empiler plusieurs jobs dans le Render Queue et chacun peut avoir son propre Movie Render Graph, ce qui te permet de rendre toutes les passes d'un coup avec des paramètres différents pour chaque rendu. Exemple, le premier job, ce sera la beauty, le second job pourrait être par exemple la spéculaire, le troisième job pourrait être l'ambient occlusion, le quatrième, etc., etc. Et tout ça va se lancer en un seul clic et à la chaîne. Une fois que tout est prêt, que tes chemins d'export sont validés, les paramètres sont vérifiés, tu cliques sur Render Local, la fenêtre de preview s'ouvre et tu peux suivre l'avancement image par image. Si tout a bien été configuré, tu retrouveras tes passes de rendu parfaitement triées, dans les bons dossiers, prêtes pour le compositing. Merci pour ton attention et on se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt.